Et les presses de l'Université de Montréal, la librairie Olivieri d'avoir organisé cette soirée. Donc, je remercie aussi Laurie Beeman, donc professeur au département de sciences de religion de l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche du Canada en diversité religieuse et changement social de sa présence. De même que David Coussens, professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche droit, religion et laïcité de sa présence également. Donc, je vais présenter d'abord le bouquin, peut-être en 10-15 minutes, puis après, on va avoir une discussion à trois sur les questions de laïcité, liberté de religion, diversité religieuse. Après, on va pouvoir prendre en fait vos questions, vos échanges, vos réflexions sur ce sujet-là. Donc, en fait, le livre s'intitule « La fonctionnaire et le hijab ». Donc, il s'agit d'une étude qui se veut descriptive et scientifique, sous la forme d'une enquête portant sur le port du hijab, donc on appelle en français le voile, donc dans la fonction publique, à ne pas confondre avec le niqab ou la burqa qui dissimule le visage. Donc il faut dire que le travail qui a été effectué pour le bouquin vient initialement d'une thèse de doctorat qui a été soutenue l'année dernière, et donc la recherche initialement a débuté en 2012, donc ça fait un petit moment. Donc, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est d'étudier la question du hijab dans la fonction publique d'une manière différente de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, il existe beaucoup de livres, beaucoup d'études, beaucoup de recherches qui s'intéressent à ce qu'on peut appeler la dimension narrative du voile. C'est-à-dire que c'est des études qui portent sur les représentations sociales des femmes musulmanes qui portent le hijab au travers des sphères politiques, souvent dans la sphère médiatique ou même dans les médias sociaux. Donc, je trouve que ces approches sont essentielles là, pour comprendre la dimension discursive des enjeux de diversité religieuse, mais j'ai voulu faire autrement. Donc, c'est une approche que j'ai appelée socio-juridique, qui m'a plutôt inspiré pour ce livre. Donc, par socio-juridique, je veux dire une étude qui combine l'examen des normes juridiques et une analyse des pratiques quotidiennes. Donc, cette double dimension, donc juridique et sociologique, se retrouve d'ailleurs dans la table des matières du bouquin, donc que vous pouvez voir à la fin. Donc la première partie, c'est plutôt l'encadrement institutionnel du hijab, et dans la deuxième partie, c'est plutôt un intérêt pour les parcours de religiosité, c'est-à-dire les témoignages que j'ai recueillis de 30 femmes musulmanes qui portent le hijab et qui travaillent dans la fonction publique ou qui sont à travailler dans la fonction publique. Donc, on pourrait penser qu'il s'agit là donc de deux approches très différentes, donc le droit et la sociologie, mais je pense avoir trouvé un fil conducteur qui les relie, j'espère. Donc, je me suis intéressé à la manière dont les individus, en fait, s'approprient les normes auxquelles ils sont liés, c'est-à-dire les normes qui encadrent leur comportement. Donc, c'est d'ailleurs fondé sur un concept que j'utilise beaucoup dans mes recherches, donc le concept de conscience du droit. Donc, ce qui m'a intéressé justement dans ce livre, c'est de voir comment des fonctionnaires voilés, donc placés dans des situations particulières, donc les milieux de travail, interprétaient la laïcité afin de la confronter, de l'éviter et parfois même de la défendre. Donc, l'étude de la laïcité prend généralement deux directions. Donc, d'abord, il semble évident que la laïcité est parfois source de désaccords et de débats, donc je dis parfois, où la discussion se situe sur le plan de l'éthique publique, donc c'est-à-dire impliquant des mesures concrètes en termes juridiques ou politiques. Pour les uns, la laïcité se comprend sous le prisme d'un républicanisme, souvent d'influence française, où l'interdiction de porter des signes religieux dans les établissements publics est alors nécessaire afin de préserver l'étanchéité des espaces publics. Pour les autres, la laïcité doit être ouverte, doit s'incarner sous la forme d'une neutralité religieuse de l'État, où on défend une approche plutôt permissive par rapport au port des signes religieux. Ce sont là deux orientations opposées, mais qui, selon moi, poursuivent le même objectif, c'est-à-dire définir les contours de ce que devrait prendre la laïcité, dans une perspective normative. Ce n'est pas l'approche que j'ai suivie dans ce livre. Donc, c'est plutôt une approche descriptive. C'est intéressant non pas aux finalités philosophiques ou politiques de la laïcité, mais plutôt à son déploiement, à sa mise en œuvre, au terrain dans lequel elle est mobilisée, interprétée, utilisée. Donc, je me suis intéressé à deux terrains de la laïcité, donc le terrain institutionnel, par le biais d'une étude sur le droit québécois, donc qu'est-ce qui est
possible de faire en droit québécois? Pourquoi c'est protégé juridiquement le port du hijab? Est-ce qu'on peut l'interdire? Si oui, à quelles conditions? Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, donc le terrain des pratiques quotidiennes, où je me suis intéressé en fait, je propose un concept dans le bouquin qui s'appelle la laïcité vécue. C'est-à-dire la manière dont la laïcité est justement vécue et interprétée au quotidien par différents acteurs, notamment des agents publics. Donc au Québec, on peut dire que la laïcité était peu présente dans les discussions publiques avant les années 2000. Donc la Révolution tranquille a certainement été un moment marquant dans le processus de laïcisation des institutions publiques, qu'on pense au système de santé, à l'État civil, au réseau des cégeps. Donc jusqu'au milieu des années 2000, prédominait ce que David Coussens, ici présent, appelle des aménagements tranquilles de la laïcité, c'est-à-dire des arrangements laïques qui ne suscitent pas forcément de désaccord et qui ne sont pas forcément relayés dans les sphères politiques et médiatiques. Sur le plan juridique, on peut également dire que prédomine en droit québécois, toujours à ce jour, une conception permissive et pluraliste de la laïcité qui s'affirme graduellement dans la jurisprudence. Donc, en effet, l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise des droits et libertés, 76-82, confirme la présence d'un droit à la liberté de religion dans le paysage institutionnel québécois. Mais, cette conception permissive de la laïcité va être interrogée de manière sérieuse à partir de 2006. Donc, le 2 mars 2006, donc, la Cour suprême du Canada va autoriser sous condition le port du kirpan dans les écoles publiques au Québec et au Canada, motivant sa décision par le biais du concept d'accommodement raisonnable. Donc, pour la Cour, on ne peut pas simplement interdire le kirpan, donc ce signe religieux qui se présente sous la forme d'un petit couteau dans les écoles, même s'il existe un règlement qui interdit le port d'armes blanches. Donc, l'école aurait dû trouver une solution mitoyenne qui consiste à autoriser le kirpan, mais le faire sous certaines conditions, par exemple que le kirpan soit cousu dans son étui de manière à ce qu'il perde son aspect contondant. Bref, l'école était obligée, selon la Cour, de lui accorder à l'élève un accommodement raisonnable. Donc, cette décision a été très mal reçue dans la population canadienne et en particulier au Québec. Donc, à partir de ce moment-là, donc printemps 2006, va s'installer ce qui a été convenu d'appeler la crise des accommodements raisonnables, où à partir de mars 2006 jusqu'en février 2007, plusieurs cas d'accommodement sont rapportés dans les médias, semant des doutes importants dans la population québécoise face à cette approche permissive qui est préconisée jusque-là dans les institutions ou sur le plan du droit. Donc, le gouvernement du Québec décide alors de mettre sur pied une commission d'enquête, donc co-dirigée par Gérard Bouchard et Charles Taylor. À la suite du dépôt du rapport Bouchard-Taylor, 3 projets de loi vont être déposés à l'Assemblée nationale, poursuivant une approche plus restrictive par rapport à la liberté de religion. Projet de loi 94 en 2011, déposé par le Parti libéral, qui prévoyait une interdiction de se dissimuler le visage dans la prestation de services publics, abandonné à la suite de l'arrivée du Parti québécois en septembre 2012. Le Parti québécois, gouvernement minoritaire, présente le projet de loi numéro 60 en novembre 2013, donc on a appelé la Charte des valeurs, qui va aussi être abandonné par la suite, donc qui prévoyait l'interdiction du port des signes religieux pour l'ensemble des employés dans les institutions publiques, qui va être abandonné aux élections d'avril 2014. Et donc, le retour du Parti libéral, il va proposer en juin 2015 le projet de loi numéro 62, l'interdiction de se dissimuler le visage dans la prestation et dans la réception des services publics, qui va devenir la loi sur la neutralité religieuse de l'État du 18 octobre 2017, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, à l'exception de l'article qui concerne justement la dissimulation du visage dans la prestation et dans la réception des services publics, donc qui est suspendu par la Cour supérieure du Québec, donc suspension qui a été confirmée le 25 juin dernier, si ma mémoire est bonne. Et donc au mois de juin, j'étais justement en train de finaliser le manuscrit du bouquin. Et donc là, j'étais en discussion avec les presses de l'université pour dire « est-ce que je peux avoir une semaine de plus? Là, la décision devrait tomber. Donc, je vais pouvoir ajuster, en fait. » C'est un peu le désavantage de travailler sur certains aspects du droit. C'est que tu prépares un livre, finalement. Et la Cour décide d'invalider ça avant. Donc, je suis content que ça ait été fait juste avant. Donc, on note ainsi ce que j'appelle une asymétrie
entre une approche pluraliste de la laïcité dans les institutions et dans le droit québécois et une approche plus restrictive qui est préconisée dans les sphères politiques et médiatiques. Donc cette asymétrie de la laïcité s'est d'ailleurs retrouvée dans les témoignages que j'ai récoltés auprès des répondantes rencontrées. Donc pour elles, la laïcité ne pose pas de problème dans les milieux de travail, que ce soit à l'école, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans la fonction publique. Donc mon échantillon de recherche a été constitué selon les standards actuels en méthodologie qualitative en sciences sociales. Il faut dire que j'ai travaillé étroitement avec le comité plurifacultaire d'éthique de la recherche de l'Université de Montréal, qui a examiné avant, pendant et après ma grille d'entrevue et mon protocole de recherche, étant donné la nature du projet, justement. Donc, la majorité des répondantes que j'ai rencontrées, donc le 2/3, sont nées au Québec ou sont arrivées au Québec avant l'âge scolaire, donc avant l'âge de 6 ans. Donc, ils portaient tout un hijab au moment de leurs études menant à la fonction publique ou le portaient dans les milieux actuels associés à l'État. Donc, je me suis intéressé à ce qu'on appelle en sociologie des religions les parcours de religiosité, c'est-à-dire les trajectoires de vie où sont présentes des expériences personnelles en lien avec la foi, en lien avec le religieux. Donc, la plupart des répondantes ont fait référence à 2 versets du Coran pour justifier le port du hijab. Donc, en faisant parfois de manière indirecte, ça a été en évitant d'identifier précisément les passages, mais pour elle, l'islam représente une religion qui est sous la forme de repères, qui constitue une éthique de vie, servant, et c'est ça qui m'a surpris, servant souvent de tremplin pour des aspirations professionnelles importantes. Donc, toutes les répondantes rencontrées ont parlé justement de l'importance qu'elles accordaient aux aspirations professionnelles, soulignant la nécessité de bien réussir les études, notamment pour satisfaire leurs parents. D'ailleurs, plusieurs ont témoigné que leurs parents les avaient explicitement découragés de porter le hijab, justement pour des raisons professionnelles. Donc, pour la majorité des répondantes, l'islam s'est d'abord présenté à elles comme étant une réflexion intellectuelle dans leur vie, où le hijab a été porté pour la majorité autour de 16-18 ans. Donc, plusieurs ont tenu à s'exprimer sur la question du hijab et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, pour elles, il faut porter le hijab, comme elles le disent, pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, elles reconnaissent sûrement qu'il existe des femmes qui le portent sous la contrainte, mais il s'agit d'une situation qui leur était étrangère. Donc, il s'agit d'une raison, pour la plupart, de pudeur en public, suivant une interprétation personnelle des sources coraniques, où la fréquentation de lieux de culte était d'ailleurs très faible, et l'appartenance à la communauté également. Donc, pour les répondantes, travailler en tant que musulmane dans la fonction publique québécoise signifie le plus souvent se retrouver représentante de l'islam malgré elles. Donc, les collègues de travail sont souvent très accueillants, malgré une certaine méfiance au début. Elles privilégient ce que j'ai appelé des stratégies d'évitement du religieux au travail, en se servant souvent de l'éthique professionnelle pour résoudre les conflits, les tensions. Donc, sous la forme de négociation personnelle, la majorité des répondantes ont adopté ce que j'ai appelé un profil optimiste critique vis-à-vis de la laïcité. Donc, d'une part, elles sont en faveur des fondements de la laïcité parce que, à leurs yeux, c'est un principe qui est essentiel pour les institutions publiques où elles travaillent. La laïcité, c'est le respect des religions. C'est la réponse que j'ai obtenue le plus souvent. Elles ont par ailleurs repris pour la plupart la distinction qui existe entre la laïcité des médias et ce qu'elles nomment la vraie laïcité, celle qui est mise en œuvre dans les institutions. Mais elles sont demeurées en même temps critiques vis-à-vis de la laïcité, préoccupées par l'instrumentalisation qui pouvait être faite. Toutes les répondantes rencontrées, toutes les répondantes sont en désaccord avec la proposition d'interdire le port de signes religieux, mais ce désaccord ne s'accompagnait pas d'une opposition à la laïcité. Donc, cet aspect critique se fonde sur la réalité de la discrimination pour une femme portant le hijab dans le Québec actuel. Donc, la majorité des répondantes ont rapporté des incidents ou des situations où ils ont fait l'expérience de la discrimination à divers degrés, situation qui est d'ailleurs bien documentée dans la littérature sur le sujet, mais plusieurs ont parlé de la difficulté de se trouver un emploi avec le hijab. Certaines ont subi des agressions verbales en se rendant au travail le matin. D'autres se sont fait cracher sur elles dans la rue, donc notamment pendant la période entourant le débat sur le projet de loi 60.
Mais, malgré tout, elles se sont dites optimistes vis-à-vis de leur situation professionnelle. En faisant part d'aspirations professionnelles importantes, souvent à la suite de longues études, les répondantes étaient surtout à la recherche d'un épanouissement professionnel, lequel pouvait permettre de développer pour elles ce qui est très important, c'est-à-dire une identité professionnelle qui devenait tout aussi importante que l'identité religieuse et l'identité citoyenne. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit, dans mon milieu de travail, je veux être reconnue comme une infirmière, comme une enseignante. Je veux qu'on me voie à travers mes compétences et non pas la musulmane du milieu de travail. Donc, c'est plutôt la recherche d'une harmonisation entre l'identité professionnelle, l'identité religieuse et l'identité citoyenne qui conduit justement à cette position mitoyenne vis-à-vis de la laïcité, à la recherche de ce que Laurie Beeman, ici présente, appelle l'égalité profonde, c'est-à-dire la recherche d'une considération pour d'autres personnes dans les relations interpersonnelles au quotidien. Elle tente ainsi d'articuler au quotidien la foi musulmane et le respect de l'État. Donc, en d'autres termes, elle navigue entre les normes, ce que j'ai appelé la conscience internormative, c'est-à-dire la mise en œuvre au quotidien d'articulation personnelle entre des normes religieuses et ici, des normes professionnelles. En conclusion, on peut se demander quel est l'avenir de la liberté de religion au Québec? Question qui reste en suspens. On devra certainement trouver des moyens de concilier, des moyens nécessaires pour concilier et préserver le caractère libre et démocratique de notre société. Pour ma part, j'espère ainsi contribuer par ce livre à la compréhension, à la meilleure compréhension des enjeux de laïcité, de liberté de religion et de diversité dans nos sociétés libres et démocratiques. Je tiens à remercier mes collègues, mes amis, ma famille, sans oublier mon épouse Alexa, qui est ici présente avec notre petite fille Héloïse, qui est née à peu près en même temps que j'ai déposé le manuscrit du bouquin. Donc, leur soutien, leur réconfort, ça a été essentiel dans la réalisation du livre. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir ouvrir la discussion avec nos deux invités. Donc, merci beaucoup. Bertrand, est-ce que tu veux que je donne des petits commentaires quelques minutes avant de te poser des questions? Ok, bonjour, bonsoir. Félicitations à Bertrand sur la publication de ce livre bien écrit, important et un peu provocateur. Je vais donner des petits commentaires, mais je pense que c'est plus important que c'est la voix de Bertrand que nous entendions aujourd'hui et pas la mienne. Dans le livre de Bertrand, il dit que, et je ne veux pas répéter tout que tu as dit, mais il dit qu'il porte premièrement attention à deux aspects de la laïcité. Premièrement, laïcité institutionnelle. Ça, on trouve dans le droit. Et deuxièmement, laïcité vécue. Ça, on trouve dans la vie quotidienne, dans la recherche de Bertrand, la vie quotidienne des vies quotidiennes de 30 fonctionnaires musulmans qui portent le hijab. C'est le deuxième aspect, laïcité vécue, qui m'intéresse le plus et que je pense que c'est la contribution originale de ce livre. C'est rare de trouver cette dimension en parlant de la laïcité. Pour moi, je lis toutes les choses comme le droit et ça, c'est une dimension pour moi très intéressante comme sociologue. Parce que je suis, entre autres choses, sociologue, je voudrais vous donner une idée de la position optimiste critique. Les optimistes critiques sont la majorité des femmes, combien? 25 de 30, que Bertrand a identifié parmi ses interviewés. À la page 133 pour vous qui ont le livre, presque tout, j'imagine. OK. C'est Madia, nutritionniste dans l'hôpital de Montréal. Personnellement, je n'ai pas compris c'était quoi le but d'interdire le port de voile. Pourquoi est-ce que ça la dérange? Est-ce qu'il y a des cas où cela a dérangé vraiment quelqu'un?
Pour moi, la laïcité, c'est au niveau de l'État. Ce n'est pas au niveau d'individuel. C'est-à-dire que lorsqu'on a une société qui est laïque, c'est que l'État est laïque. Je comprends qu'il y a le débat concernant les fonctionnaires, qu'ils représentent l'État, mais un fonctionnaire peut être très impartial et ne pas influencer les gens tout en portant un signe religieux. Je trouvais que c'était un argument qui est comme faux. Parce qu'être québécois, c'est être musulman, c'est être sikh, être juif, c'est être italien, grec, peu importe. C'est ça le Québec aujourd'hui. C'était comme faux aussi de dire que les Québécois ne portent pas de signes religieux. Ce sont des Québécois quand même. C'est un des interviews. Au cours des entretiens, nous obtenons non seulement une compréhension de leurs opinions, mais également une connaissance de leurs pratiques. Parler bien français, bien travailler et essayer de contribuer à la société québécoise. Les femmes musulmanes ici ne sont pas les femmes opprimées, mais professionnelles, indépendantes, avec leur propre opinion et vie. Un autre petit morceau de ce livre. Oh. Attends. Mais peut-être non. 115. Ah, ok. Un soir, je suis sortie et j'ai fait une marche avec mon père pour le convaincre. Il était trop en désaccord. Il me disait que j'allais souffrir. Il me disait, tu vas être discriminé. Tu entends les nouvelles. Tu entends les nouvelles? Il a fini par me dire que j'allais avoir de la misère à trouver un travail avec mon voile. Ils vont directement te juger. Je lui ai dit non, non, non. Ils vont voir mon CV et non pas ce que je porte. Là, il m'a dit, en tout cas, moi je sais que tu as une tête de mouillon, alors vas-y. Fais ce que tu veux, j'espère juste que tu ne seras pas déçu. Alors j'ai fini pour le convaincre. Je pensais que c'est très important d'entendre les voix de les femmes qui te donnent ce livre, en fait. Et je finis par dire merci Bertrand pour ce livre qui fait réfléchir, qui nous donne des nouvelles idées et c'est un livre bien fait. Merci. Merci. Est-ce que tu veux que je pose une question maintenant ou que David fait des commentaires et ensuite Qu'est-ce que tu veux? Comme vous voulez, je ne sais pas si, comme tu veux, David. David. Je ne sais pas si tu avais des petits commentaires avant de... Moi, j'ai quelques commentaires aussi. Bon, parfait, vas-y. Bon, d'abord, merci beaucoup Bertrand pour m'avoir proposé de venir ici discuter un petit peu ton livre et merci surtout parce que je pense que c'est un ouvrage qui est très très important aujourd'hui sur la laïcité. Alors, très important évidemment parce que un ouvrage sur la fonctionnaire et le hijab, c'est quand même un ouvrage qui tombe à point. Ça fait un mois qu'on a un nouveau gouvernement qui envisage de légiférer sur la question et donc avoir des travaux sérieux qui permettent d'éclairer le débat. C'est vraiment tout ce dont on avait besoin aujourd'hui. Alors, deux raisons principales pourquoi l'ouvrage... Changer le micro parce que il est en... Merci. Alors, deux raisons principales pour lesquelles cet ouvrage est vraiment important et pour lesquelles il faut se le procurer. La première, c'est que ça fait 12 ans qu'on parle de laïcité au Québec et ça fait 12 ans qu'on débat sur la laïcité à partir de discussions finalement autour de principes qui sont vraiment éthérés, peu définis, avec un contour très, très vague. On parle de l'égalité, on parle de la liberté, on parle de la séparation des églises et de l'État. Et donc finalement, on a un débat, ou des débats depuis 12 ans qui donnent lieu à des positions très, très variées,
discordantes qui peinent donc à s'accorder, et on a une vraie impression de cacophonie et de situation de brouillon. Ça fait 12 ans qu'on débat, on a eu, comme Bertrand l'a rappelé, 3 projets de loi qui ont été discutés, l'un qui a été adopté, et au final, on y revient en 2018 pour reparler de laïcité, parce que finalement, on n'aurait toujours pas réglé les problèmes. Donc on ne sait pas où on en est 12 ans après. On a un débat qui n'a pas vraiment créé les meilleures conditions pour une compréhension objective du vivre ensemble dans notre société québécoise. Et donc je pense que si cet ouvrage est important, c'est qu'on avait besoin d'enquête de terrain. Donc comment se vit la laïcité pour les principaux concernés? Qu'en disent-ils? Comment la comprennent-ils? Et on a bien des travaux qui ont déjà été produits à partir de littérature grise essentiellement sur ce que pensent les partis politiques de la laïcité, comment les médias vont traiter de la laïcité, les femmes et la laïcité, les catholiques et la laïcité. Mais à ma connaissance, on a aujourd'hui la première enquête de terrain qui va directement donc interroger des communautés étudiées et ici des fonctionnaires pour comprendre comment cette personne, dans leur action de service public, en tant que serviteur de l'État, comprennent aussi ce qu'est la laïcité. Et je pense que c'est très important parce que quand on observe un peu les débats, on se rend compte qu'il y a exactement un an comme maintenant, on a adopté donc la loi sur la neutralité de l'État, et on l'a adopté autour de débats. On a beaucoup discuté finalement de ces fameuses femmes portant le voile intégral et qui prenaient les transports en commun de la STM à Montréal. On n'a jamais su finalement si ces femmes existaient vraiment. Depuis un mois, on nous parle des femmes portant le tchador, attention, et des femmes portant le tchador qui voudraient éventuellement investir une fonction publique et qu'il faudrait préserver donc par l'adoption d'une nouvelle loi. Où sont ces femmes? Qui sont-elles? Donc, important pour moi ce livre, et c'est la première raison, parce qu'on a une enquête de terrain et qui nous permet finalement de peut-être éviter qu'on continue de débattre autour d'alternative facts qui malheureusement sont devenus une tendance aujourd'hui et qui peuvent parfois aussi guider les débats, voire l'adoption de politiques publiques. La deuxième raison, c'est que ça fait 12 ans qu'on parle de laïcité et ça fait 12 ans qu'on parle des femmes dans ces débats sur la laïcité. Donc les femmes, elles sont au centre des débats sur la laïcité, les femmes musulmanes essentiellement, mais si elles sont au centre, eh ben, elles sont aussi à la marge de ces débats sur la laïcité. Alors on va parler de leur libération, on va parler de leur soumission, de leur choix, de leur oppression, donc toujours à partir d'enjeux qui vont être très principiels, mais c'est difficile de savoir ce qu'il en est. Alors on a des groupes de femmes musulmanes qui ont pris position dans le débat public, on est des femmes qui individuellement ont pris position via les réseaux sociaux notamment, mais comment finalement scientifiquement avoir une idée de la représentativité de ces discours, de ces voix? Que représentent-elles des communautés musulmanes et que représentent-elles même des voix qui sont exprimées ici publiquement? Et donc si le travail de Bertrand me semble vraiment important, c'est que directement il va donner la parole à des actrices qui sont engagées, comme je disais, dans la pratique sur des terrains de laïcité qui sont ici la fonction publique. Et je trouve que Laurie a une très bonne idée de retracer quelques-unes de ces paroles de femmes, parce que finalement, on les entend, et pour une fois, ce sont ces femmes qui ont cette parole que tu retranscris ici, Bertrand, à partir d'une démarche qui est rigoureuse, qui est systématique. Il y a un échantillon qui a été rigoureusement donc, constitué, et qui nous permet de brosser un portrait tout en nuances de la multiplicité de ces voix et de la complexité aussi des différents positionnements de femmes musulmanes sur la laïcité et de ces femmes qui travaillent dans la fonction publique, donc qui a priori sont les premières concernées par les débats. Donc je pense que c'est un ouvrage qui est très très riche et j'espère vivement que beaucoup de monde se le procureront, et en particulier que les décideurs politiques vont en commander en stock important.
merci beaucoup, David. Donc, peut-être qu'en fait, je vous inviterai, peut-être que vous avez peut-être préparé des questions en lisant le bouquin. On ne s'était pas parlé avant. Donc, est-ce que vous avez des questions, en fait, pour lancer la discussion qui, par la suite, pourra peut-être vous inspirer pour des échanges? Comme vous voulez, en fait. Oui. Okay. Qu'est-ce que tu as découvert de surprenant qui a changé les préconceptions que tu avais avant de débuter la recherche? En fait, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la place que prenait la religion pour ces répondantes-là. Parce que, je dis, moi, la manière dont j'ai été socialisé, j'ai toujours appris d'une certaine manière que le religieux n'existait plus finalement dans notre société. Et donc, j'ai été surpris de voir que la religion pouvait servir pour ces femmes-là de motivation au travail. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné. C'est-à-dire que le fait de bien faire son travail, de respecter les normes professionnelles, d'être impeccable sur le lieu de travail, c'était pour elle une façon d'être une bonne musulmane. C'est-à-dire, si je suis une bonne employée, je suis une bonne musulmane. Donc, il y avait vraiment un lien très fort entre la motivation religieuse puis le fait de vouloir bien faire son travail. Donc, ce qui est finalement... On parle beaucoup d'intégration à la société là, avec ces questions-là. Pour beaucoup de personnes, donc à tort ou à raison, lorsqu'on regarde une femme qui porte un hijab, on voit quelqu'un qui démontre le fait de sa non-intégration à la société québécoise. Et selon moi, une des manières de s'intégrer, sinon la meilleure manière de s'intégrer dans une société, c'est par le travail. Et donc là, on a ici des personnes qui motivent le fait de s'intégrer professionnellement, de bien faire son travail, d'être impeccable sur l'éthique professionnelle. Je pense surtout aux infirmières que j'ai rencontrées qui comptent pas leurs heures, qui ne font pas leurs prières durant la journée parce qu'ils n'ont pas le temps, qui veulent vraiment, en fait, aider le patient du mieux possible parce que en aidant le patient, elles accomplissent pour elles leur devoir en tant que bonnes musulmanes. Donc, il y a vraiment une fusion entre l'aspect religieux puis les exigences de la vie moderne. Donc ça je suis tombé en bas de ma chaise parce que je me suis dit en fait que généralement le religieux n'avait pas était disparu finalement de notre société. Donc ça c'est un élément qui m'a beaucoup surpris en fait, qui m'a étonné lorsque j'ai fait les entrevues, ça c'est sûr. Ouais. Merci. Si on revient sur les paroles des femmes musulmanes fonctionnaires que tu as pu recueillir, et si tu étais amené à te prononcer ou à conseiller les décideurs politiques dans les moments qui vont venir, voilà, qu'est-ce que ces paroles de femmes nous aident? Comment elles peuvent éclairer les débats sur la laïcité? Qu'est-ce que les décideurs politiques devraient retenir de ton livre, de ton enquête? Ça, c'est comme la question la plus difficile là, à répondre. Hein, parce que, ouais, c'est ça, il y a comme dans l'émission, tout le monde en parle, la lumière s'éteigne, là, c'est comme la question qui tue. Là, tu sais. Puis je me souviens qu'à la soutenance, je pense que c'est Laurie qui avait posé une question similaire, là, de si tu étais premier ministre, que ferais-tu? Tu sais. Donc là, c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question-là parce que c'est difficile de rester en cohérence avec ma démarche. Ce que je voulais faire, c'est vraiment quelque chose de descriptif. Pas tomber dans le normatif, en fait, de pas tomber dans est-ce qu'on devrait ou pas faire telle ou telle chose. Mais je pense que ça revient en fait à la question de l'interdiction du port des signes religieux, c'est-à-dire que un moment donné ou un autre, si un gouvernement, donc le gouvernement du Québec, dépose un projet de loi pour interdire le port des signes religieux dans la fonction publique, il devra un jour ou l'autre répondre à des questions. Donc, si c'est des questions qui sont posées par les tribunaux ou si on utilise, par exemple, la clause dérogatoire, le public ou même des personnes à l'international ou des organisations à l'extérieur du Québec vont poser des questions au gouvernement du Québec. Et une des premières questions qu'on va poser, ça va être des questions très descriptives.
Vous avez combien de fonctionnaires qui portent le hijab dans votre service public? Il y a combien de plaintes qui ont été déposées par rapport à ces personnes-là? Il y a combien de collègues de travail qui se sont plaints du comportement de telle ou telle personne par rapport aux signes religieux, par rapport à l'atteinte à la neutralité religieuse de l'État? Et donc, si on n'est pas capable de répondre à ces questions-là, bien, je pense que ça va être difficile à justifier, en fait, l'interdiction. Donc, si j'avais à conseiller, c'est-à-dire qu'au lieu de se lancer d'office dans un projet de loi, bien, peut-être d'avoir moratoire d'1 an, 2 ans, 3 ans, puis de mener les études pour vrai, d'avoir des études empiriques sur l'ensemble de la fonction publique pour vraiment documenter. Et là, si les études sortent, puis on a un problème majeur, on a un dysfonctionnement dans nos institutions publiques, là, ça pourra peut-être, pour le gouvernement, être plus facile à justifier cette interdiction-là. Mais, me semble-t-il, une telle étude n'existe pas. Donc, à ma connaissance, il n'y a aucune étude en ce moment qui démontre qu'il y a un dysfonctionnement dans nos institutions publiques par rapport au port de signes religieux. Il n'y a aucune étude qui démontre qu'il y a un lien de causalité entre le fait de porter un signe religieux et l'atteinte à la neutralité religieuse de l'État. Donc, j'ai essayé de rester dans le descriptif, hein? J'ai essayé de ne pas prendre position, mais c'est le mieux que je peux dire, c'est-à-dire il faut réussir à démontrer empiriquement le problème et, à mon avis, cette démonstration-là n'a pas été faite jusqu'à ce jour. Je ne dis pas que ça n'existe pas, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas fait l'étude. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Mais je ne sais pas, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on veut donner l'occasion de les autres de poser des questions ou est-ce que vous... Oui, peut-être juste une petite question encore, peut-être. Puis après, on va vous... Je commence à être parti. OK. C'est comme une soutenance de thèse, maintenant. Comment les récits de vie des femmes musulmanes entendus nous permettent de comprendre ou répondre à le contexte d'angoisse collective actuelle? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de la Oui, recherche? c'est-à-dire que là-dessus, le Québec, je pense qu'il n'est pas... il n'est pas unique là-dessus. Là. Je pense que la question des femmes musulmanes qui portent le hijab dans la fonction publique, c'est des enjeux qui concernent plusieurs contextes. C'est sûr qu'il y a des facteurs qui favorisent, en fait, des appuis à des mesures restrictives. Il ne faut pas se le cacher. Donc, je pense que je n'ai pas les chiffres de sondage, mais il y a probablement une très grande majorité de personnes, une pluralité de personnes au Québec qui appuient des mesures d'interdiction. Ça s'explique d'abord par un contexte international où l'islam est rarement bien présenté dans les médias. Et pour beaucoup de Québécois, comme je le disais, le fait de porter un hijab, c'est comme si la personne s'auto-excluait de la catégorie québécois par elle-même. Et donc, c'est comme si, pour beaucoup de Québécois, c'est comme, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire partie du nous? T'sais, pourquoi est-ce que tu t'en vas? Pourquoi est-ce que volontairement tu te mets à l'extérieur? Et l'autre élément important, mais je pense que c'est l'aspect religieux. Donc ça, il y a une particularité québécoise, c'est-à-dire que la religion, pour beaucoup de Québécois, c'est quelque chose qui est associé à un passé catholique, à une forme d'intransigeance, à la grande noirceur, et donc il y a comme un mouvement de laïcisation qui se met en place. Mais la clé, je pense, c'est la question de l'identité. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que c'est un conflit de loyauté, c'est-à-dire tu dois choisir, tu dois prendre l'identité citoyenne et mettre ton identité religieuse de côté. C'est comme une forme de conflit dont la résolution serait que tragique pour la personne. Mais ce que j'ai découvert, puis ce que j'explique aussi dans le bouquin, c'est qu'il y a un autre pôle de l'identité qu'on ne voit absolument pas dans les débats publics, c'est la question de l'identité professionnelle. Et donc, si on mettait de l'avant davantage cette identité professionnelle-là, je pense que ça pourrait peut-être changer le regard. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une non-intégration, on est dans vraiment quelqu'un qui veut mettre en avant son identité professionnelle, qui est soutenue par la famille. Et donc, je pense que ça... Peut-être, là, je n'ai pas la prétention de répondre à des questions d'angoisse et d'anxiété collective, mais d'essayer de les comprendre puis de mettre de l'avant cette identité professionnelle-là. Je pense que des belles histoires, il y en a beaucoup, mais on n'en entend pas. C'est-à-dire des belles histoires de réussite professionnelle, des belles histoires de collègues de travail qui s'entendent très bien, malgré le fait qu'il y en a un qui est de telle religion, l'autre qui ne l'est pas. Et
pour des raisons que peut-être d'autres connaissent mieux que moi, mais ça vend moins dans les sphères politiques et médiatiques des belles histoires, alors qu'il y en a. Donc ça, je pense que ça pourrait peut-être aider à comprendre ce contexte-là. Merci. Peut-être une dernière question, alors, parce que ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la façon dont l'ouvrage met en dialogue donc, cette laïcité institutionnelle qui procède notamment du droit et cette laïcité vécue. Donc par des citoyennes ici. Et là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, cette laïcité vécue, cette laïcité aussi qui doit être performée par les individus, une injonction qu'on ressent de plus en plus dans les discours publics. Alors, c'est intéressant d'avoir fait cette recherche micro que tu centres sur la pratique d'acteurs ici, qui sont des acteurs de la laïcité. Et j'aimerais que tu reviennes un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que ça nous apporte en termes de recherche? Qu'est-ce que ça nous apporte dans le champ du savoir sur la laïcité au Québec, mais peut-être plus largement aussi? Mais ça nous amène surtout à comprendre, en fait, comment les individus interagissent par rapport aux normes qui encadrent leur comportement. Ça, c'est vraiment une question qui, depuis le cégep, en fait, ça me taraude. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait? On est dans une société moderne, on prétend qu'on est libre, etc., mais des individus qui, volontairement, vont se lier, vont s'encadrer à des normes qui, vraiment, délimitent leur comportement. Donc là, de la manière dont j'ai traité ça, donc, c'est sûr qu'il y a le concept d'agentivité qui est beaucoup discuté en sciences sociales, mais la manière que moi j'ai traité ça, ou que j'aimerais traiter ça dans mes recherches actuelles, c'est, je fais référence au courant pragmatique en sciences sociales, donc la sociologie pragmatique, qui est beaucoup discutée en France, ou en Angleterre, c'est la sociologie analytique. Donc, il s'agit en fait de s'intéresser à ce qu'on appelle des compétences réflexives chez les individus. C'est-à-dire que tout individu, et donc c'est un postulat épistémologique, donc tout individu a une capacité de réfléchir, de se projeter dans son rapport aux normes, en fait. Et ce qui nous intéresse, c'est justement les épreuves que les individus vont vivre dans leur milieu, dans leur situation quotidienne, entre leur capacité réflexive et ce qu'on peut appeler la matérialité des normes, c'est-à-dire la réalité des normes qui est encadrante, qui des fois qui a des sanctions. Donc, ce qui nous intéresse, c'est comment l'individu va, dans ce contexte-là, jouer entre ce qu'il est capable de faire et ce qui l'encadre. Donc, en sachant qu'il y a une asymétrie très claire dans les compétences réflexives, là, pour des raisons économiques ou de savoir. Donc, c'est sûr que dans le cadre de mon échantillon, il faut que je dise, parce que sur le plan de la rigueur scientifique, il y a des limites à mon échantillon. Donc, c'était des femmes qui étaient très scolarisées. Hein? Donc, il y en a qui avaient même des doctorats dans l'échantillon. Donc, c'est pas du tout représentatif de l'ensemble des femmes musulmanes qui portent le hijab. Hein? Ce sont des personnes qui étaient déjà intégrées professionnellement, donc qui avaient déjà un rapport particulier à la société québécoise, qui avaient déjà un rapport particulier au milieu de travail, aux collègues de travail, et qui étaient aussi, parce que la fonction publique, en fait, la majorité des emplois dans la fonction publique requièrent déjà des études universitaires. Donc, ça explique pourquoi cet échantillon-là était composé de personnes très scolarisées et aussi avec des collègues de travail, eux aussi scolarisés. Donc, c'est sûr que quand les collègues sont très sympathiques, très accueillants, c'est relié surtout à ces milieux de travail-là. Donc, ça serait un peu pour ça, en fait, ça serait de cette manière-là que je répondrais, c'est-à-dire l'aspect micro, la quotidienneté des situations. Ça aussi, peut-être je reviendrai sur la question de Laurie. C'est un peu ce que j'ai découvert parce que j'ai d'abord fait des études en sociologie. Je m'intéressais beaucoup à l'aspect macro, les représentations sociales et discours. Puis là, j'ai vraiment découvert, en fait, avec la recherche que j'ai faite, la quotidienneté des normes et ça me suit encore aujourd'hui dans mes recherches actuelles que je mène d'ailleurs avec nos deux collègues ici, David et Laurie, à l'Université de Sherbrooke, l'Université d'Ottawa. Donc, je vous remercie beaucoup, en fait, puis je pense que on est prêt à ouvrir la période d'échange. Si vous avez peut-être des questions, des éclaircissements, des commentaires. Je ne sais pas s'il faut que les personnes aillent au métro. Ça marche, oui. Okay. C'est mieux si vous vous déplacez au micro, parce que sinon, ça fait un effet... Je vais commencer par notre ami Guy. Oui, je vais le prendre après, mais j'avais déjà promis. Là. Depuis hier, il me dit « j'ai une question. » Merci, félicitations Bertrand. Donc hier, je t'avais promis une question, donc finalement c'était très intéressant et du coup
Tu en T'as plus de auras questions? Non. Bien, je m'appelle Guy Bokomi, donc je suis de l'Université Paris-Sud. Voilà, ma première question. Je vais partir d'abord d'une observation. On constate aujourd'hui, dans la littérature juridique moderne, on assiste à un glissement du principe de séparation vers celui de neutralité, finalement comme élément explicatif du principe de la laïcité. Mais sauf que là où ça cause un tout petit peu un problème, c'est que cette neutralité est souvent interprétée différemment. Tantôt, on observe et on assiste à une interprétation qui est plutôt méfiante à l'égard des religions. Tantôt, on assiste également à une interprétation de la neutralité, mais qui est plutôt bienveillante à l'égard des religions. Alors, qu'en est-il de cette neutralité québécoise? Deuxième question. Je veux dire, cette neutralité québécoise, est-ce qu'elle est plutôt bienveillante ou méfiante vis-à-vis des confessions religieuses? Très bonne question. Merci. Deuxième question. J'ai parcouru, vraiment en diagonale, un petit extrait de ton bouquin. Dans la partie introductive, quelque part, je ne me rappelle pas très bien où c'est, à quelle page, tu sembles lier le réveil du religieux à la modernité. Je ne sais pas si je te fais dire des choses ou alors si vous aviez cité quelqu'un là-dedans. Alors, comment expliquer finalement la résurgence de ce débat de laïcité au Québec? Est-ce plutôt une hostilité de la société québécoise à la modernité, ou alors est-ce un défaut d'adaptation de la société québécoise à la modernité? Voilà, ce sera tout comme question. C'est déjà pas mal. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Donc, comme je disais, il y a une asymétrie de la laïcité entre ce qui existe en droit québécois et en droit canadien et ce qui est discuté dans les sphères politiques et médiatiques. Donc, si on fait une analyse serrée de la jurisprudence constitutionnelle canadienne, on se rend compte que la laïcité, en fait, prend progressivement place à la Cour suprême du Canada, donc à partir de 1985 jusqu'en 2002. Donc en 2002, dans l'arrêt Chamberlain, donc c'est l'apparition du concept de laïcité apparaît finalement dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Mais la laïcité n'existe dans la jurisprudence constitutionnelle que parce qu'elle est reliée au pluralisme. Donc, c'est-à-dire que la théorie, ou ce que j'appelle l'éthique publique du pluralisme, c'est-à-dire une conception du vivre ensemble qui reconnaît les différences, est une condition de la laïcité. Donc après, on pourra avoir des débats, est-ce que c'est la laïcité ou la neutralité religieuse de l'État? Donc, je sais qu'il y a des juristes, on pourrait en discuter longuement là-dessus. Par contre, dans les dernières décisions, donc mouvement laïque, La Fontaine, donc on voit que le principe de neutralité religieuse de l'État se met en place. Et dans une récente décision de la Cour d'appel du Québec, donc, c'était une femme qui s'était présentée, en fait, pour une question de contravention de stationnement, je crois, dans une salle de tribunal. Et la juge avait dit je vous demande de retirer votre hijab parce que c'est un espace, en fait, laïque. Donc, ce qu'elle avait refusé de faire. Donc, ça s'était arrêté d'un coup, en fait, la discussion. Et donc, c'est revenu par la suite à la cour, devant la Cour supérieure et ensuite la Cour d'appel. Et ce que la Cour d'appel a fait il y a 2-3 semaines, je pense, donc elle a donné raison à madame, donc, l'espace de la salle de tribunal ne peut pas être un espace étanche, donc ne peut pas être un espace de séparation. Et dans cette décision-là, donc on avait relié laïcité et neutralité religieuse de l'État. Donc les deux étaient similaires pour la Cour d'appel du Québec. Mais ils préféraient le terme neutralité religieuse de l'État. Et deuxième question pour Guy, donc... pourquoi est-ce qu'on en parle au Québec? Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, il y a évidemment le passé catholique qui est particulier au Québec, mais il y a aussi la proximité culturelle et linguistique avec la France, je pense, qui explique pour beaucoup, en fait,
même si d'autres experts, notamment David, qui avait écrit un article, un chapitre de livre, je pense, qui s'intitulait « Du mauvais usage de la laïcité française dans les débats québécois ». C'est-à-dire qu'en fait, on a une certaine représentation de ce qu'est la laïcité française et qu'on utilise dans les débats québécois qui ne correspond pas tout à fait à l'état actuel, donc à la laïcité juridique française. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je pense qu'il y avait une autre question. Bonjour. Félicitations pour l'ouvrage. Je crois que les personnes interviewées étaient de bonne foi dans les deux sens du terme et que ce n'était pas nécessairement représentatif de toutes les femmes musulmanes portant le hijab. Cela dit, moi j'ai une optique un peu différente, qui est plus une optique républicaine. Mais d'abord, et la question, je pense, fondamentale, c'est comment bien définir et circonscrire tout le concept de laïcité. Et ce n'est pas uniquement le port de l'aspect vestimentaire, qui est quand même, à mon avis, très important, mais des questions de subvention à des écoles privées non confessionnelles, des questions aussi de signes religieux à l'Assemblée nationale. Et bon, je pense qu'il faudrait savoir bien circonscrit et publiciser auprès du grand public. Et ce serait la base de toutes les discussions par la suite et les décisions politiques. Pour ma part, je diverge un petit peu, si vous permettez. Je pense que dans l'espace civique, je crois qu'il faudrait vraiment que toute personne qui ait vraiment une neutralité dans le port de signes idéologiques, pas seulement religieux, mais politiques et tout ça, lorsqu'on dessert le public. Ce que j'entends par l'espace civique, c'est que lorsqu'une personne, de quelque religion que ce soit, s'adresse au public, a pour fonction de desservir le public, eh bien, doit mettre ces signes idéologiques au vestiaire, qui est à les remettre après. Exemple, lorsqu'il y avait le fameux printemps érable, j'arborais le carré rouge. Mais lorsque j'entrais dans mon milieu de travail, bien, je le fermais, je le retirais, et je crois que c'était normal. Et je crois que ce soit la religion ou toute autre idéologie ou croyance, je crois que c'est très important parce que on enlève un petit peu notre personnalité lorsqu'on dessert le public, parce qu'on doit desservir les publics de toute allégeance, de toute croyance et non-croyance religieuse. Je crois que c'est important, et c'est important aussi pour des personnes qui aspirent à des postes électifs. Je pense au chef d'un parti politique fédéral, entre autres, à une candidate de Québec solidaire dans ce comté-ci, qui peuvent être des personnes très compétentes, il ne s'agit pas de... Mais je pense que lorsqu'on s'adresse à un public large, on devrait retirer tout ce qui est des signes particuliers. Pourquoi? Parce que c'est soit de la propagande du prosélytisme ou une apparence de prosélytisme. Alors je pense que sinon, et je pense que cette approche qui est plus républicaine, c'est sûr que c'est pas toujours très bien vu au cœur de l'Amérique anglo-saxonne, mais elle est partagée par un bon nombre, c'est une majorité de Québécois. Alors je pense que le débat n'est pas clos, mais je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une distinction nette là-dessus. Voilà. Parfait, merci. Il y en a qui voulaient réagir, peut-être. Oui. David, vous voulez réagir avant que je réponde ou... Peut-être une petite réaction sur le point sur lequel je suis entièrement d'accord avec monsieur. Le point où je suis d'accord avec monsieur, c'est que on a des débats sur la laïcité au Québec qui finalement réduisent l'idée de laïcité au port du symbole religieux. Et aujourd'hui, quand on ne parle de laïcité, on ne parle que de la visibilité du religieux dans la sphère, voire dans l'espace public. Ce qui est très restrictif, ce qui est très limitatif et ce qui finalement est même peut-être insultant, on va dire, au regard de l'idée de laïcité, parce que, et là je vous rejoins complètement, la laïcité, si on voulait s'y attarder vraiment et en faire un enjeu sur lequel il faudrait légiférer, il faudrait discuter des questions de financement, d'associations culturelles. Il faut réenvisager aussi la façon, et je ne dis pas pour limiter les droits nécessairement, hein, absolument pas, mais il faut discuter des modalités par lesquelles on autorise donc les groupes cultuels à installer des édifices cultuels, et peut-être pour leur garantir aussi la plus large liberté, mais il faut discuter plus largement de l'ensemble des modalités de séparation des normativités
religieuse et civile. Et à cet égard, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de débats de laïcité qu'on associe même plus à des débats de laïcité. Ça a été quoi un des grands moments de laïcité qu'ont pu connaître le Canada au cours des 20 dernières années? Ça a été par exemple la loi qui a ouvert le mariage aux conjoints de même sexe. Parce qu'on a une séparation des normativités religieuses et civiles, un vrai moment de séparation des églises et de l'État, très important, tout comme on l'a eu en France il y a quelques années, et on a ici de grandes lois de laïcité. Et ce qui est absolument fascinant dans les débats aujourd'hui, c'est que ce sont des impensés complets. On n'en parle pas parce qu'on va réduire le débat à un épiphénomène finalement qui est le port de symboles religieux, un épiphénomène laïque on va dire. Ben, en fait, pour répondre à la question, je pense que le rapport Bouchard-Taylor recommandait d'avoir une forme de livre blanc sur la laïcité, donc de réfléchir à ces questions-là. Donc, beaucoup de recommandations du rapport n'ont pas été suivies. Donc, oui, c'est important. Il y avait aussi la politique sur l'interculturalisme, mais selon moi, disons la plus importante recommandation, c'était d'avoir ce qu'on appelait une forme d'observatoire des accommodements raisonnables. Parce que le point de départ du débat, c'est l'accommodement raisonnable. Donc, si on avait, par exemple, sous l'égide de la vérificatrice générale, bien, on oblige l'ensemble des institutions publiques à nous remettre année après année un rapport, combien de demandes vous avez eues, pour quel motif, qu'est-ce que vous avez accepté, qu'est-ce que vous n'avez pas accepté. Ça ferait 10 ans, imaginez, en tant que chercheur, les données inestimables qu'on aurait, en fait, sur l'ensemble des institutions publiques, et ça permettrait de répondre beaucoup à ce qu'on parlait, c'est-à-dire l'anxiété, l'angoisse collective, parce que les quelques recherches qui ont été faites, donc je pense au collège de Rosemont, en fait, où depuis l'adoption de la loi sur la neutralité religieuse de l'État, donc on oblige, en fait, tous les institutions d'enseignement, donc cégep, université, à nommer quelqu'un qui est responsable des accommodements raisonnables pour motifs religieux seulement. Et le collège de Rosemont, donc à la rentrée 2018, ils ont mis en place un formulaire de demande d'accommodement pour motifs religieux, puis ils ont envoyé ça aux 3500 étudiants au moment de l'inscription. Écoute, celui qui a fait ça, il me racontait, je dis, on a appuyé sur le bouton, c'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? Ils ont reçu 19 demandes, si ma mémoire est bonne, et sur les 19, il y en a la moitié qui concernaient des fêtes religieuses qui avaient lieu avant la session. Donc finalement, ils se retrouvaient avec un gros 8-9 personnes à accommoder sur 3500, alors que le collège de Rosemont est parmi les populations étudiantes, là, sur les 48 cégeps au Québec, là, probablement parmi les plus diversifiés. Là. Donc si on pouvait avoir ces données-là, ben, je pense que ça pourrait peut-être répondre à certaines questions. Après, sur l'aspect républicain, mais là, je vais essayer de me tenir à ma ligne descriptive, puis pas embarquer sur le normatif, là, puis de reprendre les paroles de mes répondantes. Pour elles, il n'y a pas de problème dans leur milieu de travail, donc il n'y a pas de nécessité d'avoir cette loi-là. Je pense qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir, je ne sais pas pourquoi. Oui, ouais, allez. Mes félicitations, Bertrand, pour ton livre. Et puis, moi, je suis vraiment sur le terrain. J'ai pas les connaissances en droit, puis en sociologie, tout ça, mais je me sens tout à fait touchée par tout ce domaine-là parce que, en tant bon, là, je suis à la retraite depuis quelques mois. C'est le bonheur, la retraite, en passant. Et mais si j'y vais, par exemple, à l'école de mon petit-fils, aller faire de la lecture aux enfants en fin de journée, est-ce que je vais devoir enlever ma croix, tu sais? Puis moi, quand tu parlais de la dame qui se disait que elle, sa foi, sa religion faisait d'elle une meilleure infirmière et tout ça, ben moi, ma croix, je la porte parce que ça me représente que je suis chrétienne. Et ma foi, elle est vivante, puis je voudrais, tu sais, je serais bien malheureuse qu'on m'oblige d'enlever ma croix. Et, mais, si je la laisse dans ma poche, ma croix, est-ce que je suis différente? Alors que, lorsque j'étais enseignante, on avait tout un programme et ma grande motivation, c'était de rendre mes enfants, mes petits-enfants de première année, de les rendre tolérants à la différence. Puis on travaille dès la prématernelle, la maternelle et tout le temps, on veut éduquer nos enfants à la tolérance. Et puis qu'il arrive un enfant musulman dans ma classe, là, l'enfant qui était déficient, l'enfant qui était autiste, qui était en chaise roulante, qui avait des parents qui s'habillaient autrement, qui étaient différents, ben moi je les encourageais à les accepter. Alors
et moi, là, ce que j'aimerais pour mon Québec à moi, là, c'est qu'on enseigne nos enfants dès la petite enfance à être tolérants, puis qu'on regarde à sa qualité de travail qu'il fournit, qu'on regarde à sa qualité de personne qui elle est. Ça serait la base. Alors moi, j'irais dans ce sens-là. Puis la tolérance, aller interdire les signes religieux, je crois pas que ça va au contraire de nos valeurs de tolérance. Merci. Merci beaucoup du témoignage. Je pense qu'il y avait d'autres. Encore une fois, félicitations, en personne cette fois-ci. La question, tu as fait du terrain qui est très difficile à faire, qui est très difficile à réaliser en termes des comités d'éthique. Puis je pense pas que peut-être certains réalisent justement le défi d'arriver à ce point. Et je voulais savoir si tu pourrais justement parler un peu plus des défis que tu avais par rapport au comité d'éthique, puis après, comment tu as géré ça sur le terrain avec ta recherche et tes participantes? Parfait, merci. Oui, donc effectivement, initialement, en fait, la recherche pour le doctorat avait une composante comparative, donc France-Québec. Donc, pour les biens, après discussion avec les presses de l'Université de Montréal, c'était plus simple de garder uniquement le contexte québécois. Donc, initialement, j'avais rencontré 30 participantes au Québec et 28 participantes en France. Donc, je vais parler des participantes que j'ai rencontrées au Québec. Donc, c'est sûr que quand on fait une recherche universitaire, il y a des prérequis. Donc, quand on veut travailler avec les sujets humains, donc des participantes, les rencontrer, il faut plusieurs mois à l'avance, envoyer pourquoi on veut faire ça, envoyer nos questions à l'avance, comment on va les rencontrer, quelles sont les techniques d'approche. Donc, dans mon cas, j'ai envoyé de la publicité dans des associations, dans des lieux de travail. Ça a très peu fonctionné, en fait. Là, ce qui fonctionne beaucoup, c'est la sollicitation sur place, donc près des lieux de travail, près des lieux de culte, aussi en fait, sur Internet, beaucoup. On peut obtenir des gens qui vont participer. Et ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Donc, quand il y a une personne qu'on rencontre et qu'on lui dit, ben, tu trouves que ça s'est bien passé l'entrevue, est-ce que tu connais d'autres personnes? C'est limité, on ne peut pas trop l'utiliser parce que sinon, ça crée une forme de niche d'opinion, parce que là, c'est comme la même gang que tu as rencontrée. Donc, moi, pour ma part, il y avait 7 professeurs sur le comité d'éthique de la recherche, donc que j'ai rencontrés avant de faire la recherche, pendant et après. Donc, ils m'ont fait des recommandations, ils m'ont demandé de modifier certaines choses, ils m'ont demandé de réfléchir beaucoup à l'éthique de la recherche, c'est-à-dire comment on fait la recherche. Donc, il y a des prérequis avant, il y a des prérequis aussi pendant. Donc, il faut s'assurer d'avoir le consentement des participants, il faut s'assurer d'être dans un lieu qui soit confortable, il faut annoncer à l'avance combien de temps ça va durer, il faut faire signer des papiers formels de l'université pour avoir le consentement, il faut donner les coordonnées aux personnes parce que si elles veulent se retirer avant la fin de la recherche, elles peuvent le faire. Donc, ça m'a pris en tout, je dirais 11 près de 2 ans, en fait, pour obtenir les participantes, pour réussir à avoir les participantes de mon échantillon. Donc, c'est très long. Hein. Des fois, pendant 2 mois, il ne se passe rien. Puis là, pendant une semaine, il y en a 2 qui répondent. Puis là, ben là, l'agenda, tout se tasse pour ça. C'est oui, n'importe quand, n'importe quelle heure. Donc là, j'ai une participante. Là, c'est comme ça, c'est vraiment très, très... c'est comme oui, n'importe où. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr que j'aurais pu en avoir encore plus, là. Mais je dirais qu'en ayant la même grille d'entrevue, après 25-26 personnes, j'avais plus vraiment de nouvelles données. Donc là, je me suis quand même rendu à 30. Habituellement, dans une thèse de doctorat en sciences sociales, quand on a un échantillon qui est très précis, là, comme ça, on a 30 personnes avec des entrevues qui durent 1 heure, 1 heure et demie, qu'on va transcrire par la suite. Tellement long transcrire une entrevue, là. Donc des verbatims. Donc pour 1 heure d'entrevue, ça prend 5 heures de transcription. Donc là, on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de pages. Donc on utilise des logiciels pour savoir quel vocabulaire ressort de manière récurrente. Je ne veux pas rentrer dans un cours de méthodologie, là, mais c'est juste que ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps, en fait.
puis pour avoir en fait 2 chapitres avec des témoignages de répondantes, mais pour ceux qui font de la recherche universitaire ici, je vous encourage vivement à le faire parce que ça, surtout en droit, là, parce que moi je viens de sociologie puis après j'ai fait droit, donc quand j'ai parlé de ça à la faculté de droit ici à l'Université de Montréal, donc c'est la technicienne en gestion des dossiers étudiants au doctorat, elle me dit « Vous voulez faire quoi? Une comité de quoi? » Donc c'est pas quelque chose qui est connu habituellement, un doctorat en droit. En tout cas, il y en a qui sont ici, donc Christelle qui est en train de faire le doctorat. C'est très rare en fait qu'on va avoir des entrevues, alors qu'en sociologie, en anthropologie, c'est quelque chose qui est courant. T'sais. Donc là, c'est sûr que là, il y a eu des justifications supplémentaires. Moi, je me suis cassé la tête, donc Alexa pourra le confirmer, j'ai des nuits que j'ai pas dormi, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire pour mettre ça avec du droit ensemble, tu sais. Donc ça a été un peu mes réflexions là, sur la question. Je pense qu'il y avait une question aussi, oui. Alors moi j'ai pas lu le livre, fait que je pourrais pas, mais j'ai une remarque peut-être. D'abord je tiens à dire que j'ai hésité à venir ici parce que je suis vraiment tanné des débats qui touchent à la laïcité, et peut-être contrairement à monsieur, je pense qu'on devrait arrêter d'en parler. Ceci étant dit, je comprends ce que monsieur Coussens dit par rapport effectivement à donner la parole à des gens, et puis à travers une méthodologie sérieuse universitaire. Peut-être ma remarque, c'est cette question sur la neutralité dont vous avez parlé dans votre position d'universitaire. Je suis certain que vous voyez toutes les problématiques qui entourent un bouquin aussi compliqué que celui-là, comment ne pas parler au nom des gens, rapporter, etc. Mais peut-être je vous demanderai de ne pas oublier la violence des fois, et puis probablement que vous allez être appelé à prendre la parole dans les médias, à condenser des messages dans des choses courtes, ce qui est toujours compliqué pour les universitaires. Et donc il y a neutralité et neutralité. Bon. Et vraiment, j'insiste sur ce point. J'ai entendu monsieur nous expliquer que madame F. Torres n'avait pas le droit de se présenter, par exemple. C'est des propos très violents, d'un côté, d'accord. Et je pense qu'il ne faut pas oublier la violence de ces... Et puis, d'un autre côté, il y a aussi une pédagogie qui est la vôtre qui est importante. Donc, on parle de neutralité. Vous avez, apparemment, vous êtes passé à travers la jurisprudence canadienne, québécoise, etc. Donc c'est peut-être intéressant de faire de la pédagogie sur, mais c'est quoi la neutralité qui a été mise de l'avant, et non pas être neutre devant, justement, l'idée qu'on n'a pas le droit de se présenter avec un foulard, par exemple. Ça serait important de rappeler dans quel contexte canadien et québécois est-ce qu'on applique, c'est quoi la neutralité, ou en tout cas, je veux dire, ou qu'est-ce que c'est que le prosélytisme, même d'un point de vue universitaire. Je veux dire, on a parlé du prosélytisme. Moi, je regardais M. De Souza avec sa kippa, qui est chef de l'opposition aujourd'hui, très longtemps, mais je n'ai pas été converti au judaïsme. Je veux dire, à un moment, il faudrait aussi... Et je pense que cette responsabilité-là, au-delà de ne pas... rentrer dans du militantisme, je pense qu'il y a des concepts de droit, des concepts de sociologie, de philosophie, etc., qu'on gagnerait par votre sérieux et votre stature à pas rester neutre devant tout ça et faire de la pédagogie qui est essentielle, je pense. Parfait, merci. Ben justement, en fait, dans le chapitre, les 2 chapitres, en fait, qui parlent des répondantes, il y a une section qui parle de la réalité de la discrimination. Et donc là, il y a plusieurs témoignages, en fait, là, qui sont mis dans le livre, notamment sur la discrimination à l'embauche, notamment sur la question des agressions subies dans les transports en commun, surtout dans la période de la Charte des valeurs ou du projet de loi 60. Donc ça, c'est présent dans le bouquin. Et donc, moi, ce que je voulais faire, et ce que j'essaie de faire, je sais que c'est difficile, mais j'essaie de garder une forme de rigueur scientifique. Donc, je comprends et je partage tout à fait d'autres façons d'intervenir dans le débat public, plus militant.
Mais je pense que mon approche complète ces approches-là parce que souvent on a justement des discussions qui se situent au niveau de l'éthique publique, très normatif. Donc moi, je voulais rester de manière très descriptive. Et sur le plan de la pédagogie de la neutralité, donc effectivement, et ça c'est très clairement rappelé dans le chapitre sur la laïcité, le droit à la liberté de religion, c'est-à-dire que dans l'état actuel du droit, donc une proposition qui vise à interdire le port des signes religieux a, à mon avis, très peu de chances de passer le test des tribunaux. En fait, donc ça me semble assez clair à ce niveau-là que, comme je le disais, la conception de la laïcité ou de la neutralité qui est véhiculée en droit québécois, elle est conjointe à la théorie sur le pluralisme, à l'idée que dans une société libre et démocratique, toutes les conceptions de la vie bonne, toutes les façons de vivre sont également considérées par les institutions publiques. Donc ça c'est quelque chose qui est ça me semble, peut-être qu'il y a des juristes qui vont dire que c'est possible de justifier une interdiction de porter les signes religieux, mais à ma lecture de la jurisprudence constitutionnelle, ça me semble évident que la neutralité... Bon, Christelle aussi qui fait oui de la tête, là, tu sais. Donc, ça me semble évident que la neutralité religieuse de l'État, telle qu'elle est comprise par le droit québécois et le droit canadien, inclut la différence. Et donc, c'est une perspective qui est plutôt inclusive et pluraliste. Et ça, même si parfois, il y a pour beaucoup de gens, c'est un peu inaudible. Donc, on a beau le répéter, mais c'est un peu... Pour beaucoup, c'est un peu inaudible, mais ça reste que c'est l'état actuel du droit. Donc, c'est comme ça que je répondrai à la question. J'ajoute quelque chose, un petit peu. On ne peut pas faire tout dans un projet de recherche, un livre. Bertrand a choisi un petit coin une question de laïcité. Non, mais c'est important ce que tu as fait. Donc, on va, comme David a dit, on va continuer la conversation, continuer les débats. Qu'est-ce que c'est la neutralité? Qu'est-ce que c'est la laïcité? On a des visions un petit peu différentes peut-être, mais c'est important d'avoir les conversations, de parler, de se parler ensemble, de dire, OK, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Tu as ajouté quelque chose d'important à ce débat, à cette conversation, je pense. On doit continuer à demander comment est-ce que les personnes différentes peuvent vivre bien ensemble. Pas seulement vivre ensemble, mais vivre bien ensemble. Et c'est tout. Merci Bertrand pour ce livre. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, je vous invite par la suite à aller à l'arrière de manière plus informelle pour discuter. Je pense qu'il va y avoir du jus et du vin, je pense, donc qui va être offert. Donc, merci encore à tout le monde d'avoir été là.